Salut Johan, ça va? Ça va. Faut réveiller un peu là, hein. Ouais. C'est la fin. Donc j'ai le plaisir effectivement d'animer avec Johan cette session. L'objectif est de discuter avec toi de l'évolution de la nouvelle génération des anapathes aujourd'hui en France, et puis d'échanger avec le public s'il y a des questions. Alors d'abord, Johan, peut-être que tu te présentes un petit peu. Ouais. Du coup, je m'appelle Yohan Ditchi, je suis médecin anapathe. Je suis jeune diplômé parce que j'ai passé donc mon DES en 2020. J'ai fait un an d'assistanat à Saint-Antoine et ensuite j'ai rejoint du coup Unilabs en tant que collaborateur au mois de janvier. Je suis toujours attaché à l'hôpital Saint-Louis à Paris et voilà, c'est un peu mon cursus. Top. Donc tu as rejoint le groupe Unilabs il n'y a pas longtemps. Officiellement samedi. D'accord, bravo. Bon choix, excellent choix. Tu fais encore des vacations ou pas? À l'hôpital? À l'hôpital. Ouais, j'ai gardé ma vacation le lundi à l'hôpital Saint-Louis à Paris. D'accord. On est voisins d'ailleurs. C'est ça, juste à côté. Donc, si on pouvait parler de la nouvelle génération, tes pairs, tu les décrirais comment? En fait, si on regarde le milieu de l'anapath, si on reprend un peu à la base, moi je connaissais pas, hein. Encore une fois je suis un diplômé, mais à la base on avait plutôt des petits labos qui étaient isolés, avec des gens qui travaillaient seuls avec une technique, quelques employés, et puis il y a déjà un certain temps il y a eu des regroupements avec des gens qui se sont mis ensemble pour bosser ensemble. Souvent les anapathes, en fait ceux qui connaissent pas, et il y a beaucoup qui connaissent pas parce que même je vois moi dans mon milieu, avec mes amis avec qui j'ai fait mes études, en fait ils y connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'on fait, ils savent pas comment on le fait. Quand ils ont un résultat, ils me l'envoient, ils me demandent d'interpréter. Et en fait on nous prend pour des gens qui vivons dans une cave tout seuls et qui faisons nos analyses tout seuls. Et en fait, pas du tout. L'anapathe, c'est une personne très sociable parce qu'en fait, l'anapathe, il passe toute sa journée à aller dans le bureau de ses collègues, à montrer les choses, à discuter, à sortir un diagnostic, essayer d'être le plus précis possible. Donc, il y a eu ces regroupements-là. Et puis ensuite, il a commencé à avoir en parallèle une féminisation de la profession. Ça, on le voit, on l'a vu partout. Donc c'est pareil, l'anapathe à la base, je pense qu'il y a eu pendant un long moment, on a confondu le compagnonnage avec le patriarcat. Bon, je pense que là, on est en train vraiment de corriger le tir. Patriarcat avec tout ce qui va avec, hein, le côté un peu macho, tout ce qui va avec. Là, on commence, je pense, à bien corriger le tir. On voit les grands chefs de service, par exemple à Paris. On peut en citer plusieurs qui sont des femmes, de grandes femmes, qui ont été citées dans de beaux magazines. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on arrive du coup à la jeune génération qui a des attentes différentes. Alors, des attentes différentes parce que il y a eu le Covid qui est passé par là, mais pas que. Les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est aussi une qualité de vie. Ce qu'il n'y avait pas forcément l'anapathe, que ce soit à l'hôpital ou dans le libéral à une époque. Et une qualité de vie où ils peuvent intégrer leur vie personnelle et puis tout ce qui va avec à côté dans leur profession. Et puis, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles choses qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui commence à être possible. Et ça, on le voit clairement. Donc, avec cette évolution, cette féminisation et puis cette disparition un peu du patriarcat, clairement, aujourd'hui, ça choque personne qu'une jeune anapathe veuille faire un 80%. Je dis une jeune parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Hein. Ou que quelqu'un veuille faire du télétravail parce que il a une activité à côté, parce qu'il veut faire parce qu'il veut garder ses gosses, etc., etc. Donc voilà, il y a eu toute cette évolution. Et puis, à côté de ça, c'est pareil, il y a une évolution dans la société, c'est-à-dire que, comme je disais, il y avait l'anapathe, le patriarcat, voilà. Et puis, à côté, il y avait tous ceux avec qui ils bossaient et qu'on voyait pas trop. Et puis aujourd'hui, on arrive dans un système d'entreprise où la qualité de vie au travail, ça devient toujours pareil, ça devient important. On a vu toutes les publications paraître dans les différentes revues où ils appellent ça, dont une grande revue qui appelle ça le défi le défi de la société intelligente.
Ouais. Donc voilà. Et donc avec cette intégration de cette qualité de vie centrée sur le collectif, centrée sur l'activité professionnelle, à intégrer à l'entreprise. Et donc tout ça, ça fait après, enfin à mon sens, l'ANAPAT et le labo là aujourd'hui en 2022. D'accord, d'accord. Très intéressant. Et est-ce que ton style de travail aujourd'hui, tu considères que c'est un style assez commun de basculer entre le public et le privé, d'avoir des vacations? C'est quelque chose qu'aujourd'hui qui attire ta génération aussi? Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait dans le libéral d'avoir des vacations à l'hôpital parce que ça permet une expertise, d'acquérir une expertise, d'acquérir de l'expérience et puis d'avoir accès aussi aux gens qui bossent à l'hôpital, qui sont des gens qui sont experts. Ça permet de montrer, ça permet de discuter, ça permet d'arriver in fine, à pouvoir sortir des résultats qui soient pour le patient au plus près du réel. Donc clairement, oui, c'est une pratique. Et je pense que c'est une pratique qui va se pérenniser. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui aussi avec les politiques gouvernementales, en tout cas dans notre profession, j'ai l'impression, une fermeture des centres à l'hôpital. Beaucoup de fermetures de centres, beaucoup de regroupements de centres avec des hôpitaux qui ont plus d'anapath sur place, soit qui sont centralisés, soit qui extériorisent, beaucoup d'extériorisation dans le privé. Et en fait, in fine, les gens qui restent à l'hôpital, c'est des gens qui sont experts et c'est des gens à qui on montre et c'est des gens avec qui on discute, c'est des gens à qui on envoie. Et en fait, pour moi, ça reste hyper important de garder ce côté-là de notre profession parce que si c'est pour lire des lames et ensuite envoyer quand on ne sait pas... envoyer, il faut le faire. Mais si c'est possible de discuter, si c'est possible d'apprendre, pour moi, c'est hyper important de garder ce côté-là. D'accord. Donc, tu as parlé de ton métier, tu as parlé de ta vie personnelle. Maintenant, parle-nous un peu des outils aujourd'hui qu'utilise l'ANAPAT d'aujourd'hui, peut-être de demain, et en quoi potentiellement ça peut changer aussi ou s'adapter au style de vie des ANAPAT. Au niveau des nouveaux outils, on peut dire nouveau, si on prend sur on va dire une marge de temps assez large, il y a plusieurs choses qui sont apparues dans notre pratique. Bon, on revient pas sur l'immunohistochimie dans les années 90, mais la biomol qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça et qui aujourd'hui est un élément complètement essentiel. La preuve en est, c'est que maintenant dans le cursus des anapathes, il y a depuis très peu de temps un semestre obligatoire donc en biomol. Ils peuvent pas valider leur cursus sans faire ce stage-là. Bon, il y a eu le DU qui s'est mis en place, etc. Mais on a vu la biomol se développer, continuer à se développer. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect diagnostic, où il y a des lésions, où nous, on a des suspicions sur nos lames, en morphologie. Et puis ensuite, on a la confirmation en biomol, que ce soit dans les lésions solides ou que ce soit dans les lésions hémato. Et puis, il y a aussi aujourd'hui un tout autre aspect, c'est l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire avec toutes les mutations génétiques qu'on va pouvoir cibler, que l'industrie pharmaceutique développe énormément. Donc, il y avait certaines mutations qu'on retrouvait dans certains organes et qui aujourd'hui sont demandées sur plein d'organes parce que des fois on est en échec thérapeutique et que oui, on a besoin de pouvoir trouver une nouvelle cible, de pouvoir faire de nouveaux tests. Il y a plusieurs centres qui ont d'énormes cohortes là-dessus. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un de nos aspects essentiels dans notre boulot. Un autre outil, comme on en a parlé beaucoup ce soir, c'est la pathologie digitale. Alors la pathologie digitale, on peut se dire, c'est un investissement, mais à côté de ça, il y a un réel confort de travail, en tout cas pour nous les pathologistes, parce que il y a la possibilité évidemment de travailler à distance, il y a la possibilité d'avoir moins de retard, parce qu'on peut bosser à distance. Il y a la possibilité de pouvoir transmettre de l'image, donc d'avoir des résultats d'experts rapidement. Ça se met de plus en plus en place. Et puis, on se dit, ok, pour l'anapath, c'est chouette, c'est vachement bien, il a une qualité de vie, c'est super, mais il faut voir que pour le patient aussi, il y a une précision.
par exemple sur des mesures qui étaient faites à l'époque. Alors je dis à l'époque, mais en réalité c'est toujours fait. Moi je fais de la dermato, donc je sais qu'il y a eu une étude en 2019 par exemple sur les carcinomes basocellulaires et où 77%, non pardon, 40 et quelques pourcents des anapathes mesuraient les limites d'exérèse en mettant une règle graduée sur leur lame au microscope. Niveau précision, je pense qu'on fait un peu mieux, vu qu'on fait au micron. Donc voilà, il y a aussi une vraie plus-value derrière, à mon sens, pour le patient, en termes de rapidité et en termes de précision des résultats. Et puis, comme autre outil, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un autre outil qui serait intéressant aussi, qui est en train de se mettre en place et qui, depuis longtemps, mais qui, je pense, aujourd'hui est à notre portée parce que, justement, il y a tous ces moyens de communication entre nous, c'est l'uniformisation de tous nos résultats, c'est-à-dire arriver à un moment où les anapathes ont les mêmes pratiques, peuvent mettre en place les mêmes pratiques, peuvent s'échanger les informations, et ça commence à être, à mon sens, à notre portée. D'accord. Très bien. Maintenant, parlons un peu d'avenir. Comment tu vois ton métier? Comment tu vois l'évolution de la patho aujourd'hui en France et dans le monde? Quels sont je dirais, les principaux challenges et défis auxquels on fait face aujourd'hui dans ce métier? Je pense qu'il y a plusieurs aspects de réponse. Déjà, dans notre pratique quotidienne, comme je disais, il y a une véritable démarche à réaliser de qualité de notre travail. C'est-à-dire que on n'est plus dans un monde où on était au microscope avec des lames qui se cassent, qui se perdent, des blocs rangés n'importe comment. On est, et je pense que c'est réclamé dans une vraie démarche de qualité, autant dans nos techniques que dans nos archivages, que dans nos comptes rendus. Alors ça fait un petit moment que c'est en train d'être mis en place avec la FACAP, donc sur les techniques, autant la technique en elle-même que sur la méthode de recueil des prélèvements, que sur tout un tas d'aspects de notre pratique. Et ça, clairement, c'est un challenge parce que c'est difficile à mettre en place. Il y a très peu de centres qui arrivent. De mémoire, à Paris, on en était sur un centre, voire deux, qui étaient vraiment accrédités là-dessus, sur l'ensemble de leurs pratiques. Donc, et ces pratiques, elles ont été mises en place sur des réflexions, et on voit qu'aujourd'hui, clairement, personne ne les remplit. Donc, mais même ces moyens à mettre en place sont aussi des moyens de protéger les gens qui bossent avec nous. Il y a par exemple tout ce qui est exposition aux produits chimiques, etc. Donc vraiment, c'est cette démarche de qualité, autant dans nos pratiques que dans nos résultats. Ça, c'est un véritable challenge pour la NAPAT de 2022. Ce sera vraiment à continuer à essayer de mettre en place. On en a parlé, mais c'est aussi tout l'aspect de l'entreprise ANAPAT, c'est-à-dire le social, le paramédical, tous les gens qui travaillent autour de nous, parce que c'est des gens qui ont qu'on fait monter en qualification, et donc en fait tout cet aspect-là d'entreprise entre guillemets du 21e siècle. C'est encore à mettre en place, à mon sens, en ANAPAT. Et puis la dernière chose, parce que c'est un thème qui n'est pas du tout abordé chez nous, qui va l'être a priori, c'est ce que j'ai vu a posteriori au Carrefour Pathologie, donc qui est le congrès annuel, c'est l'écologie. Parce que la terre brûle. Bon, alors nous, à Lille, on est content parce que d'ici 5 ans, on sera la French Riviera, pas de souci. Mais voilà, on va dire que dans le domaine médical, on est quand même en retard. Je pense à tout le plastique qu'on utilise en bio, etc. Mais en ANAPAT, c'est pareil. On a énormément de solvants, énormément de produits chimiques, énormément de plastique. Et c'est un aspect qui à mon sens, n'est pas du tout abordé jusqu'à maintenant. C'est pareil, la pathologie digitale, on en parle. C'est génial. On va pouvoir arriver à faire de super choses, de l'intelligence artificielle, etc. Mais ça demande énormément de stockage. Ça demande à la fois le stockage des images, mais à la fois, de toute manière, on ne peut pas supprimer le stockage des prélèvements, donc des lames, des blocs, etc. Et en fait,
tout cet aspect-là, on réfléchit à l'avenir, mais on réfléchit absolument pas à cet aspect écologique. À mon sens, aujourd'hui, c'est clairement un sujet d'actualité. Je sais qu'il y avait eu à un moment du recyclage de solvants qui avait été mis en place par-ci, par-là. Bon, c'est déjà un premier pas, mais voilà, énormément de plastique, des réflexions sur comment recycler tous ces déchets-là, comment faire en sorte... alors j'ai vu, quand j'ai regardé un petit peu, quand je me suis un peu documenté, j'ai trouvé une étude de Bordeaux pour une thèse qui parlait d'écologie et qui en fait... pour résumer, c'était diminuer les techniques faites en systématique, donc pour diminuer les solvants, etc., etc. Voilà, c'est peanuts, quoi. Donc voilà. Donc à mon sens, il y a une véritable réflexion à avoir là-dessus sur comment faire pour faire en sorte que notre profession puisse bien la faire, qu'on puisse avancer avec la technologie, que ce soit en pathologie digitale, en intelligence artificielle, etc., tout en s'intégrant dans le 21e siècle et dans cette démarche de transition écologique que tout le monde réclame, quoi. Voilà. Entièrement raison. Merci à tous. Merci.